Chahut Média. On le sait, ces questions d'interrelation avec ces questions coloniales et la Suisse sont étudiées depuis plusieurs dizaines d'années par des historiens. Le musée, finalement, il a un rôle à jouer à ce niveau-là, puisque déjà de nous-mêmes, on faisait déjà les recherches de notre côté, au sein du musée. Mais surtout, on est vraiment une plateforme où les historiens, les publics, les scolaires peuvent venir pour déjà entendre ces histoires, les comprendre, et surtout après définir comment ça se traduit en fait dans notre contemporain. 2002, le musée d'ethnographie de Neuchâtel organise une exposition titrée « Le musée cannibale dont l'affiche frappe les esprits ». Un hachoir de boucher fiché dans un masque Pounou du Gabon, posé sur une planche de cuisine blanche, se détachant sur un fond rouge sang. Et que propose alors l'expo en question? Une réflexion sur la prédation qui a caractérisé le mode d'enrichissement des collections des musées d'ethnographie. 20 ans pile plus tard, la question de la décolonisation des pratiques et de l'histoire des collections se pose partout dans les musées d'Europe. En Suisse, bien entendu, c'est aussi le cas. Décoloniser les musées? D'accord, mais comment? Sur cette question, où en sont les musées en Suisse? Ici, comme ailleurs en Europe, comment refonder les pratiques muséales? Cela, on en parle tout au long de ce nouveau volet de Décoloniser la ville, une série documentaire podcast Chahut Média, inspirée de l'étude Temps, espace, histoire, monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno. Décoloniser la ville, 5e épisode. Son titre, Peut-on décoloniser les musées? La dépossession est, à mon sens, un des éléments essentiels de l'histoire coloniale. Il n'y a pas d'histoire coloniale sans dépossession. Elle est vraiment instrumentale et ça marque la domination et le fait que, aux dominés, soit enlevée une partie importante de leur identité. David Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Et le fait même qu'elle soit transportée ailleurs, des fois des milliers de kilomètres de distance, dans des villes qui sont les capitales des métropoles impériales, est une humiliation ultérieure de cette dispossession, comme on dirait en anglais. Et donc, pour rajouter une insulte encore ultérieure, elle est ensuite appropriée, exhibée, pour le plaisir et l'entertainment de ces publics des métropoles. Ça a été l'histoire des musées européens pendant très longtemps. Et ça se fait dans tous les cas de conquête. Ce n'est pas que la conquête coloniale. L'histoire d'Europe est faite de musées qui s'approprient les œuvres d'art des uns des autres. Mais dans le fait colonial, dans la dispossession de ces propriétés et de ces objets, on meurtrit l'identité du dominé. C'est l'un des 4 attributs du colonialisme, contrôle, violence, exploitation et dépossession. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. La dépossession, c'est vraiment, je dirais peut-être même le cœur de la chose. On va même déposséder ces colonies de leur identité, de leur histoire, de leur possibilité d'exister, d'écrire une histoire différente qu'on ne saura jamais parce qu'on est passé à une voie de temps différente à partir du moment que le colonialisme a eu lieu. Ces pays auraient échoué ou réussi, c'est différent. On ne peut plus savoir à partir du moment qu'il y a le viol colonial. La dépossession passe aussi par précisément la prise d'objets.
et leur incorporation dans des musées, et qui sont là où ça devient plus compliqué encore, c'est qu'il y a ce que disait Davidé, une forme de changement du paradigme dans lequel ces objets sont présentés comme faisant partie de l'histoire du pays qui a colonisé. Parce qu'il a fait cette action, qu'ils apparaissent aux consommateurs dans les musées, qu'ils le veuillent ou non, comme en fait des trophées. Les musées, et surtout les musées nationaux, qui étaient financés par l'argent public, et de nouveau, la Suisse n'est vraiment pas une exception, parce que ce qui s'est fait en Suisse ressemble beaucoup à ce qui s'est fait dans beaucoup d'autres pays d'Europe, certainement, sont une expression de la même histoire. Donc, ils ont commémoré, honoré ou célébré un certain passé. Ils ont décidé d'exclure certains autres passés et d'inclure certaines choses. Et ils ont mis en scène, comme seulement le musée savent le faire, une partie de ce passé, y compris du passé colonial. Et une partie de l'histoire des colonies a été aussi le vol d'objets d'art, pas que, appartenant à certaines communautés, à certaines nations, etc. Et donc, depuis un certain temps, et la réflexion critique et l'autocritique, ça il faut le dire, de beaucoup de musées, y compris en Suisse, a commencé à faire son chemin. Et des directrices, souvent des femmes, des directeurs, ont commencé à se dire, finalement, ces objets qu'on expose dans nos musées et qui sont conservés dans nos caves par milliers, devraient être restitués, devraient être contextualisés, et ces histoires devraient être racontées de manière différente. Alors c'est vrai que de nos jours, les musées sont de plus en plus confrontés à des sujets sensibles, à des sujets épineux. Hélène Biry-Thompson, directrice du Château de Prangin, Musée national suisse. Comme par exemple la mondialisation, l'esclavage, la colonisation, et je crois que la demande du public est forte pour avoir des lieux, des outils pour se documenter, pour comprendre, et puis se forger leur propre opinion. Je crois qu'en ce qui concerne le passé colonial de la Suisse, le sujet, en fait, il n'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que la recherche se fait. Il y a eu plusieurs publications marquantes sur les liens entre la Suisse et le colonialisme, les liens et l'esclavage. Mais le public a quand même longtemps un peu refusé d'entendre cela. Les historiennes, les historiens pouvaient être un peu pris à partie, voire même un peu malmenés dans les médias. Et je crois que c'est plus récemment, à la faveur de mouvements comme Black Lives Matter, que vraiment des débats beaucoup plus nourris sont nés sur le lien entre la Suisse, sa complicité peut-être dans l'exploitation des colonies, le racisme en Suisse, ou bien des monuments dédiés à des personnalités ambivalentes. Et je crois que le rôle du musée aujourd'hui, c'est vraiment d'offrir un espace où ce genre de débat peut avoir lieu, présenter le résultat des recherches qui sont menées par des historiennes, des historiens, puis rendre visibles certaines choses qui autrement peut-être resteraient invisibles. Je crois pas seulement en Suisse, mais probablement en Europe ou dans l'Ouest. Les musées sont au milieu d'un processus de transformation. Bernard Carlos Scher, professeur assistant Eccellenza, Institut d'études politiques, Université de Lausanne. C'est pas lost in translation, mais lost in transformation. Alors, perdu dans le processus de transformation. Et transformation, pourquoi? Il faut peut-être se rappeler quel était le rôle et la fonction de ces musées. Le musée est une invention européenne, c'est inventé au 19e siècle dans ce contexte impérial. Dans les cités ou les villes européennes, on a toujours des musées qui racontent l'histoire européenne. Ce sont les musées d'histoire, les musées d'art, n'est-ce pas, qui montrent la civilisation, la culture européenne. Et puis, on a eu les musées d'ethnographie qui nous montrent la culture aussi, mais la culture
qu'on appelait primitifs. Et oui, ça est devenu bien sûr un problème. Le monde a changé pour les musées et maintenant ils sont en train, oui, vraiment de se demander comment ils doivent changer. Et c'est difficile parce que maintenant ils doivent reconnaître que oui, eux aussi ils sont en fait des musées qui documentent pas des autres races ou des autres cultures, mais une histoire qui est super violente, n'est-ce pas? Parce que c'est une histoire des relations entre l'Europe et ces espaces non européens. Il inclut des génocides, des exploitations, une destruction des cultures et aussi des inégalités qui continuent jusqu'à nos jours. L'institution musée participe à l'invention de catégories homogènes et racisées, l'africain, l'asiatique, l'arabe, l'européen, qui renforcent la suprématie occidentale blanche avec une conception de l'art et de la culture plaçant l'Europe au centre du monde. Le musée a été un élément central de cette entreprise, en diffusant des représentations animalisées, sexualisées et racialisées des autres, dont nous ne sommes pas encore entièrement libérés. Un extrait de l'essai « De la violence coloniale dans l'espace public », Françoise Vergès, Chat Publishing, Paris, 2021. Donc bonjour, je m'appelle Karine Ayélé-Durand et je suis directrice du MEG, le musée d'ethnographie de Genève. On se trouve ici dans l'exposition permanente du musée, qui a été inaugurée en 2014, au moment de la réouverture du musée. Et nous sommes dans cet espace qui se compose en fait de deux lieux, assez séparés mais continus. La première partie, qu'on appelle le prologue, présente l'histoire de la constitution des collections du musée d'ethnographie, avec une sélection des objets qui sont arrivés au début en fait de la constitution de ce musée. Donc les collections du musée d'ethnographie ont en fait été rassemblées, venaient finalement au départ de plusieurs institutions, notamment le musée académique par exemple de la ville de Genève, et ont été reconstituées pour créer le musée d'ethnographie de la ville. Et sur ce prologue, vous avez plusieurs types d'objets, tout continent confondu. On peut aussi bien trouver des objets qui proviennent d'Asie que d'Australie ou d'Europe. Une grande projection contemporaine accueille les visiteurs sur la droite avec des vagues qui ont été composées par un artiste corse, Angel Etcha. Et derrière ces vagues, on a la présentation des collections présentées par rapport au continent géographique. Et on a une particularité au musée d'avoir un 6e continent assez étonnant, mais qu'on appelle finalement les collections d'ethnomusicologie. Ce qui est intéressant de savoir quand on se dirige ou quand on rentre dans une exposition permanente de musée, on pourrait avoir a priori l'impression que rien ne bouge. Mais en fait, ce qui nous intéresse aussi de montrer dans le musée, c'est que la présentation des objets, le savoir autour de ces objets, en fait, est en changement constant. Et notamment quand on est dans une démarche que nous on appelle décoloniale, c'est-à-dire de vraiment discussion, ouverture, transparence vis-à-vis de nos collections, vis-à-vis de l'accès à nos collections, mais aussi vis-à-vis des discussions qui peuvent se mettre en place avec nos partenaires autour des collections, on se rend compte rapidement que nos connaissances s'élargissent et ça amène un changement même parfois dans la présentation des vitrines. Puis ça, je vais vous le montrer en vous parlant d'exemples très concrets qui sont en cours actuellement. On se lance depuis des années maintenant dans une approche très proactive pour renouer du lien, se remettre en dialogue avec les communautés d'origine des collections du musée. Et ça entraîne évidemment une ouverture dans le domaine de la connaissance, de comment ces objets sont arrivés au musée, et ensuite de comment ces objets ont un aspect aussi extrêmement fort pour les communautés d'origine. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que professionnels de musée? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre manière de les présenter dans les expositions ou de les conserver dans les réserves, par exemple? Donc tout ça est lié.
Aujourd'hui, en fait, notre musée, il est clairement inscrit dans une démarche de pouvoir observer, discuter, négocier autour de problématiques sociétales et environnementales. On ne peut plus séparer les deux. Donc ça, c'est qu'est-ce que met en avant le musée et qu'est-ce que pointe finalement du doigt le musée, vers où il regarde. Donc vers où il regarde, c'est ça, c'est des problématiques sociétales et environnementales aujourd'hui. Après, c'est comment on le fait. Est-ce qu'on le fait à travers le prisme d'une seule discipline, qui serait l'ethnologie ou l'ethnographie, ou est-ce qu'on le fait à travers le prisme de disciplines multiples? Et aujourd'hui, c'est aussi là qu'on est. Au sein du musée, déjà nous-mêmes, dans notre composition d'équipe, on n'est pas que des anthropologues ou des ethnologues, on a des historiens de l'art, on a des psychologues, on a des personnes qui viennent vraiment d'autres disciplines. On collabore au quotidien avec des personnes qui viennent du monde de l'art, de la musique, de la performance, du théâtre, mais aussi de la santé. Donc on est devenu un musée pluridisciplinaire. Et quelque part, on a besoin de cette pluridisciplinarité pour pouvoir décrire et comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Derrière le masque de la beauté, la question des restitutions invite en effet à mettre le doigt au cœur d'un système d'appropriation et d'aliénation, le système colonial, dont certains musées européens, à leur corps défendant, sont aujourd'hui les archives publiques. Penser les restitutions implique pourtant bien davantage qu'une seule exploration du passé. Il s'agit avant tout de bâtir des ponts vers des relations futures plus équitables. Guidé par le dialogue, la polyphonie et l'échange, le geste de la restitution ne saurait en outre être considéré comme un acte dangereux, d'assignation identitaire ou de cloisonnement territorial des biens culturels. Il invite tout au contraire à ouvrir la signification des objets et à offrir à l'universel, auquel ils sont si souvent associés en Europe, la possibilité d'être éprouvé ailleurs. Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle, novembre 2018. La question de la provenance, de la trajectoire des objets, de la restitution, alors elle ne se pose pas de la même manière que dans un musée d'ethnographie, mais elle se pose bien évidemment aussi dans un musée d'art et d'histoire, et je dirais d'une manière générale, c'est une question fondamentale. Chantal Lafontan-Vallotton, co-directrice et responsable du pôle Histoire, musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Pour nous, il s'agit de montrer bien évidemment l'histoire dans toute sa complexité, en sachant qu'on conserve bien évidemment des objets qui se rapportent à l'histoire de ces personnes qui ont participé à l'entreprise coloniale. Donc, il s'agit d'avoir un questionnement, d'avoir une approche plurielle. Je vais citer un exemple qui est un exemple lié aussi à l'histoire de Neuchâtel. On a donc les indiennes qui sont ces toiles de coton imprimées à l'aide de bois gravés, des indiennes qui comptent parmi les produits qui ont été échangés contre des captifs noirs. Et ce sont donc des marchandises dites de traite. Je dirais que pendant longtemps, lorsqu'on a exposé des indiennes, en sachant que Neuchâtel a été un centre important d'indiennage, que des Neuchâtelois sont partis à Nantes, ont développé aussi des fabriques d'indiennes. Mais pendant longtemps, je dirais, quand on a présenté les indiennes, on les a présentées en questionnant leurs techniques, en regardant les motifs, mais on s'est pas intéressé à l'histoire de ces objets, à la circulation, au fait qu'elles aient été utilisées comme marchandises d'échange avec des captifs noirs. Donc c'est aussi un nouveau regard sur les collections, sur les objets qui nous amène à nous intéresser à l'histoire de ces objets. Je vais vous parler d'objets finalement qui sont assez intéressants puisqu'ils ne sont pas là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On va se diriger dans l'espace de l'exposition qui concerne l'Amérique, les Amériques. Et je vais vous montrer une vitrine qui aujourd'hui est vide et je vais vous expliquer pourquoi.
Donc on se trouve face à une vitrine qui, à première vue, peut-être ne semble pas si vide que ça, puisqu'on retrouve plusieurs objets qui nous viennent d'Amérique des Plaines, par exemple. Et il faut vraiment le savoir, il faut pouvoir regarder attentivement la paroi pour se rendre compte qu'on a 2 petits trous. Je ne sais pas si vous les voyez à côté de moi, là, 2 petits trous en face de vous. Et on peut se poser la question, mais pourquoi cette vitrine finalement est vide ? Et je vous explique en fait ce qui s'est passé. Dans le courant de l'été 2022, nous avons reçu des délégations de peuples autochtones. C'est quelque chose que l'on encourage et qu'on souhaite faire de plus en plus, à l'occasion notamment de la venue de plusieurs peuples autochtones chaque année à Genève depuis les années 70 et même avant. Les peuples autochtones viennent à Genève pour défendre leurs droits et assistent à des conférences internationales, des séances internationales à l'ONU. Et on a reçu une délégation en juillet 2022. Ils sont venus voir notre exposition temporaire. Et l'on savait déjà que dans la vitrine qu'on a actuellement sous nos yeux, il y avait 2 objets qui provenaient de cérémonies extrêmement importantes pour les peuples iroquoiens, qu'on appelle en fait dans leur pays Haudenosaunee. Et en effet, lorsque la délégation Haudenosaunee est venue au musée, ils nous ont demandé de retirer 2 objets. Un masque, qui était un masque sacré, qui était déjà quand même arrivé à Genève en 1825. Et ce masque, en fait, fait partie d'une société secrète. Et donc, est considéré comme un être animé, et non pas comme un objet d'âme. Et donc, ce masque était considéré comme un ancêtre et non pas comme une chose, et devait être considéré comme un ancêtre, et non pas exposé dans une vitrine. Et associé à ce masque était un hochet en carapace de tortue, qui lui-même également avait la même aura d'être animé et d'être vivant. Donc, sur cette base-là, nous, tout en nous appuyant sur les recommandations des différents textes juridiques qui protègent finalement les droits des peuples autochtones, nous avons pris la décision de respecter cette demande de enlever ces objets, puisque ce sont des objets considérés comme sacrés. Aujourd'hui, évidemment, le dialogue continue avec les communautés d'origine. Et l'idée, ça c'est ce que le public pourra découvrir en début d'année 2023, nous allons expliquer l'engagement du musée et on va pouvoir intégrer dans cet espace aujourd'hui laissé vide une information bien plus spécifique sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces objets sont partis, et on indiquera avec un texte très court, mais aussi on aura la possibilité d'avoir un QR code qui permettra d'aller plus loin dans la compréhension de ce vide aujourd'hui qui est par contre plein de sens en termes de relations avec les communautés d'origine. Les questions de dépossession et de réappropriation, en fait, sont traitées au quotidien au sein du MEC. Karine Ayelé-Durand. Le moment où ces objets arrivent à Genève, ça correspond au moment où la plupart de ces communautés sont soumises à un ordre colonial. Alors, je vais très vite, mais évidemment, c'est une partie de nos collections, parce qu'on a des collections qui sont quand même très vastes et qui ne répondent pas toutes à ce schéma-là. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est là qu'on rentre plus dans l'historique des collections. Parfois, les objets, en effet, ont été retirés sans le consentement des personnes concernées. Donc ça, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure les objets sensibles. Mais il y a aussi, dans l'histoire des collections, parfois des objets qui sont donnés volontairement. Donc ça, il faut pouvoir l'étudier pour déjà savoir dans quel cadre on se situe. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle la réappropriation. C'est comment aujourd'hui, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, mais comment en particulier aujourd'hui, au moment où on parle de musées qui se décolonialisent, comment aujourd'hui les musées ont comme engagement d'ouvrir leur collection pour que les descendants des personnes qui ont constitué ces objets puissent se réapproprier ces objets. Alors parfois, la connaissance est extrêmement difficile à réacquérir parce qu'il y a plein d'éléments qui ont disparu. Mais comment cette forme de réappropriation est quand même possible, notamment par le biais de chercheurs locaux ou d'artistes et artisans locaux qui reprennent ces objets historiques pour créer des œuvres contemporaines et parler d'aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ce double mouvement. Il y a dépossession d'un côté, réappropriation de l'autre. Et quel rôle peuvent jouer les musées comme le nôtre dans cette accélération de la réappropriation ?
Il y a beaucoup de collègues qui disent, en fait, c'est impossible de décoloniser une musée qui était construit au 19e siècle, fondamentalement pour être d'une sorte un showcase pour la colonisation. Bernard Carlos Scher. Alors oui, cette idée de décolonisation est très très difficile, mais quand même, on peut faire quelque chose, n'est-ce pas? Et ce que je crois, beaucoup de musées sont en train de le faire, mais je crois aussi qu'ils doivent continuer plus fortement, peut-être aussi d'une manière aussi conceptuelle, plus claire ou plus radicale. Je crois que les musées doivent surpasser l'espace muséal, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas sûre si une décolonisation totale des musées soit possible, d'une part, mais qu'il y ait des transformations dans les musées, oui. Françoise Vergès, politologue, militante féministe décoloniale française, notamment autrice de l'essai « De la violence coloniale dans l'espace public ». Qu'il y ait une éthique de ce qui est montré, comment, qu'il y ait des restitutions, si des communautés et des peuples les demandent, qu'il y ait une réelle connaissance de comment la collection a été constituée. Donc ça, toutes ces choses sont absolument indispensables, c'est des choses de justice. C'est une justice qui doit être aussi sociale, c'est-à-dire le musée fonctionne comment, qui nettoie le musée, qui sont très souvent ces hommes et ces femmes de couleur qui gardent les salles, et qui sont debout tout le temps et qui sont pratiquement invisibles, à qui on ne parle pas, dont on ne sait même pas qui ils sont, combien ils sont payés. Il faut prendre le musée comme une institution sociale totale, pas simplement ce qui se passe dans les salles d'exposition, et de demander que dans les salles d'exposition, les choses changent. Il faut que si on veut décoloniser le musée, c'est l'institution musée qu'il faut décoloniser. Se poser, qui garde, qui nettoie, comment sont constituées les collections, quelle est la hiérarchie qui s'organise, quels sont les services, qui a droit à ci, comment, pourquoi la plupart des directeurs ou directrices sont blancs en Europe. Toutes ces questions doivent être posées pour qu'effectivement il y ait plus de justice sociale et épistémologique dans le musée. Après, il ne s'agit pas seulement de décoloniser les collections, il faut aussi décoloniser les discours, les narrations. Et je crois que là, voilà, nous avons des histoires à rattraper, des histoires que nous avons oublié de raconter, auxquelles nous n'avions pas pensé. Hélène Biry Thompson. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Maintenant, est-ce que ça suffira pour décoloniser les imaginaires? Je ne le sais pas. Mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction et nous devons absolument continuer à faire cela. Après, beaucoup plus largement, je pense que décoloniser les esprits, c'est là aussi une entreprise de très longue haleine, où il faut aller bien plus loin que s'occuper que des domaines, des collections et des contenus dans les musées. Mais clairement, décoloniser fait partie des nouvelles fonctions du musée. Je pense que ça signifie de ne pas avoir peur d'aborder des sujets difficiles, complexes, sensibles, épineux. Je pense que ça signifie renouveler les perspectives et porter de nouveaux regards sur les thèmes. Je pense que c'est aussi très important de se demander à qui est-ce qu'on fait appel en tant qu'expert, qui est-ce que nous invitons dans nos musées à parler, à prendre la parole, à dire quelque chose. Est-ce que ces expertes et experts doivent toujours être issus du monde académique? Est-ce qu'ils doivent toujours être blancs? Je pense que décoloniser le musée, c'est aussi être attentif à comment est-ce que nous travaillons à l'intérieur de nos institutions, qui engageons-nous, comment les traitons-nous. Décoloniser le musée, c'est aussi se demander qui sont nos partenaires, nos mécènes, nos sponsors, c'est leur demander des comptes. Décoloniser le musée, c'est aussi réfléchir et s'adresser à tous les publics, sans exception. C'est rendre nos contenus aussi accessibles que possible au plus grand nombre de personnes en variant les supports, en variant les contenus, les expériences proposées. Je pense que si on arrive à faire tout ça, peut-être qu'à terme,
les musées deviendront vraiment des vecteurs de transformation sociale et pourront contribuer à décoloniser les imaginaires, mais c'est un programme très très ambitieux. À l'origine, cette série documentaire podcast devait compter 5 épisodes. Et puis on a rencontré des dizaines de chercheurs et de chercheuses, de militants et de militantes antiracistes. Et naturellement, ce qu'on avait imaginé avec les professeurs Mohamedou et Rodogno quand on avait posé les grands axes de cette série, eh bien tout ça s'est élargi. Un 6e épisode est né, un 6e volet comme une sorte d'épisode bonus, ou si vous préférez comme le préambule à d'autres saisons de notre série, pourquoi pas, car décoloniser la ville, ça signifie nécessairement décoloniser toute la société. Vaste programme. Sans désir, pas de lutte, c'est le titre de ce 6e chapitre. Un chapitre entièrement consacré à la place des femmes dans l'espace public et à leur place dans le combat mené partout dans le monde pour que la décolonisation de nos sociétés puisse avoir lieu. Décoloniser la ville, une série documentaire audio produite par Chahut Média, adaptée de l'étude Temps, Espace, Histoire, Monuments et Héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno. Interview et réalisation de ce 5e épisode, Camille Kaiser, David Bralambert et Carole Harari. Mixage, Alan Mantieri, et la musique est de Léonie Pernet. Décoloniser la ville a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau de l'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site de Chahut Média, www.chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.